Salut Mohamed. Ça va? Oui. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un communautarisme qui est accepté en France, c'est le communautarisme chinois. On accepte qu'il y ait dans Paris, le 13e arrondissement, un quartier chinois qui semble avoir ses propres règles, ses propres codes, sa propre morale, même sa propre activité économique, et c'est accepté par tout le monde. Lorsqu'on parle d'autres communautés, alors là, c'est tout le monde arrive, les sociologues, les intellectuels, les politiques, et tout le monde s'en mêle. Comment expliquer ces deux poids deux mesures? En fait, c'est la première raison qui m'a poussé à faire une enquête. Je ne pensais pas au départ approcher des voyous, etc. Moi, je voulais d'abord essayer de comprendre comment fonctionne la communauté asiatique dans son ensemble, parce que naturellement, on sait très très peu de choses, et c'est pas stigmatisant que de dire on sait très peu de choses sur cette communauté qui est discrète et qui a, faut le dire clairement, disons globalement, n'a pas envie de s'intégrer dans la société française. En même temps, elle ne brûle pas de voiture, elle ne dégrade pas, donc alors, on les laisse tranquilles. Voilà, vous savez, c'est un petit peu, l'hypocrisie à la française. On stigmatise les Arabes, les Maghrébins, parce qu'ils revendiquent des choses, à tort ou à raison. On stigmatise les Blacks parce qu'ils revendiquent des choses, à tort ou à raison. Et naturellement, ceux qui ne revendiquent rien, ben ceux-là, personne ne parle d'eux. Je pense que là, il faut poser la question centrale. Ce que j'ai constaté, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est si les Maghrébins, si les Français d'origine maghrébine, si des Français d'origine africaine revendiquent des choses parce qu'ils se sentent chez eux, parce que justement ils sont intégrés, parce qu'ils aiment cette République, parce qu'ils aiment ce pays, parfois ils revendiquent des choses, certes maladroitement, d'une manière totalement débile, je le conçois totalement, mais simplement, ce sont des gens qui se considèrent comme des citoyens français. Beaucoup d'Asiatiques, et je ne veux pas stigmatiser l'ensemble de la communauté, parce qu'il existe une minorité qui veut s'intégrer et qui a réussi à s'intégrer. Cela étant dit, la majorité des Asiatiques que j'ai fréquentés n'ont absolument rien à foutre de la communauté nationale. Et ils sont là pour quoi alors? Ils sont là pour gagner de l'argent. Ils vous le disent clairement. On est là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour payer les impôts. On n'est pas là pour participer à la vie sociale. On n'est pas là pour, participer à la vie politique. On n'est pas là pour embêter les gens. Donc alors, les discours sur l'intégration, être français, etc., ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument. Et je vais vous dire, ce qui m'a frappé, alors je pense qu'il y a quelques Asiatiques qui ont regardé le reportage sur TF1, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ne regardent même pas la télé. Ils ne veulent pas regarder la télé, ils n'écoutent pas la radio, ils ne lisent pas les journaux, ils ne veulent pas savoir ce qui se passe autour d'eux. Si on les voit dans le métro, ils lisent les journaux chinois, on les voit. Oui, les journaux chinois. Les journaux chinois, justement. Et ce communautarisme, moi, effectivement, m'énerve un petit peu parce que je ne pense pas que la France soit un pays qui puisse, s'accommoder de ce genre de Et pourquoi? Parce que système. Finalement, j'ai envie de te dire, Mohamed, ils veulent qu'on leur foute la paix, et puis finalement ils semblent respecter les règles de notre pays, donc tout va bien. Non, c'est faux, parce que justement, c'est là où j'arrive aux voyous et à la délinquance asiatique et au milieu asiatique. Le milieu asiatique existe en France, les voyous existent. Alors, pourquoi on n'en entend jamais parler? Parce que leurs victimes sont également d'origine asiatique, c'est-à-dire des Chinois. Un voyou chinois ne va pas s'attaquer à un Français, à un Black ou à un Maghrébin, un Français d'origine maghrébine ou un Français d'origine africaine. Il va s'attaquer à un autre Asiatique. Et ça, c'est une règle chez Et la eux. victime ne porte pas plainte, va pas au commissariat du coin. Oui, parce que j'ai découvert que si elle le faisait, d'abord, il y aurait des représailles là-bas, c'est-à-dire dans le pays d'origine. Ensuite, parce que tout simplement, ce n'est pas dans leur culture d'aller saisir et j'ai rencontré un avocat qui me le dit clairement et d'une manière très très limpide dans le film. Effectivement, on considère que c'est une autorité étrangère, donc on ne va pas porter plainte à cette autorité étrangère. Par contre, il y a des gens, des voyous, comme on a vu, comme ceux que j'ai rencontrés, qui veulent, ou en tout cas qui s'autoproclament juges de la communauté, qui vont essayer de régler des différends. Donc il y a une propre loi qui régit cette communauté. Il y a des codes, il y a des lois, il y a des Ça va jusqu'à une police parallèle ou Ah ben oui, il y a des voyous qui vont récupérer des dettes lorsque un mauvais payeur ne veut pas payer ce qui lui est réclamé, etc. Le 13e arrondissement parisien, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est un arrondissement qui concentre la communauté chinoise. C'est le plus grand Chinatown d'Europe. D'ailleurs, ça, il faut le savoir. Mais la mairie du 13e, elle fait quoi? La mairie du 13e. Les deals du 13e arrondissement parisien. Vous savez, la mairie du 13e, il faut surtout pas lui dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans la communauté asiatique. Voyez par exemple, dans le 11e arrondissement, le maire du 11e a voulu s'élever contre le fait que la multiplication de commerces asiatiques a fait fuir ou a fait bannir tout commerce de proximité.
Ça, c'est une réalité. Je veux dire, dans un quartier, il faut qu'on ait la possibilité d'avoir un boulanger, un épicier, etc. Et d'avoir aussi son restaurant asiatique, son japonais, etc. Simplement, ce qui se passe, par exemple, vous voyez la rue Popincourt aujourd'hui dans le 11e, il n'y a que des Chinois. Et le problème, c'est pas qu'il y ait que des Chinois, il y a que des commerces de textiles, de confection, etc. On appelle etc. la mono-activité et qui tue finalement un quartier parce que Qui tue le quartier, qui tue d'autres activités, qui tue d'autres commerces. Ouais. Et d'où vient l'argent? Ah, alors ça c'est la grande question. J'ai vu comme jamais des sommes astronomiques devant moi circuler. En liquide. En liquide et exclusivement en liquide. Alors, je suis là aussi très stupéfait parce que je me demande finalement que fait l'État dans ce genre de situation. Je n'ai pas vu l'État. Et quand j'ai vu l'État, j'ai vu quelques policiers en train de se faire arroser par des voyous asiatiques. J'ai vu des policiers en connivence totale avec des voyous asiatiques. C'est les seuls moments où j'ai vu l'État. Mais je n'ai pas vu l'État en train d'essayer de contrôler. Oui, je veux pas être un juge. J'ai vu aussi quelques inspecteurs de l'URSSAF aller contrôler, etc. Mais ces inspecteurs de l'URSSAF, qu'est-ce qu'ils vous expliquent? Ils vous expliquent que ces commerçants, très souvent, sous leur air totalement inoffensifs, etc., ont totalement compris le système de l'administration française et savent aujourd'hui s'adapter pour mieux passer entre les mailles du filet et ne pas se faire... Ça veut dire que l'État est complice, alors? L'État n'est pas complice, je ne dirais pas ça, je dirais que l'État est laxiste, l'État est feignant, très souvent, parce qu'on a des fonctionnaires qui ont appris, qui ont comme ça, aujourd'hui, je ne veux pas là aussi stigmatiser l'ensemble des fonctionnaires, mais il faut le dire, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont rentrés dans une certaine fainéantise. Je veux dire, leur intérêt premier, c'est pas le résultat, le travail bien fait, c'est d'abord à quelle heure je commence mon travail, à quelle heure je termine, à quel mois je vais prendre mes vacances, etc. Je pense que c'est une mentalité générale dans ce pays qui fait qu'un laxisme est en train de s'installer à tout point de vue et à tout niveau. Et je pense que c'est contre ce laxisme qu'il faut se révolter aujourd'hui. Mohamed Sifawi, le milieu asiatique, on va continuer d'en parler pour voir si effectivement, comme le disent certaines, aujourd'hui, ils étendent leur empire, les Chinois, comme ça, cette mafia asiatique. Guillaume, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Salut Guillaume, vous nous appelez d'où Guillaume? Du Tarn. Du Tarn, et pourquoi vous vouliez réagir au milieu asiatique, à cette communauté asiatique, Guillaume? Alors, tout d'abord, parce que j'étais très surpris lundi soir donc, de voir ce reportage, parce que ça m'a rappelé une jeunesse, on va dire. J'ai habité donc sur la ville de Logne. Qui est une... C'est en Seine-et-Marne. Voilà, tout à fait, qui est en Seine-et-Marne, qui est la région du titre du reportage où les deux individus étaient présentés comme Monsieur Alexandre et Michel, pour son compère. Et donc de l'époque, c'était, pour revenir par rapport à la communauté asiatique, c'était une ville tout à fait européenne où les différents commerces évoluaient. Et petit à petit, la ville s'est transformée. Tout est devenu asiatique, du coiffeur au boulanger, en passant partout. Et tout ce qui était européen disparaissait. C'est un peu raciste ce que vous nous dites, Guillaume. Pourquoi le coiffeur ne pourrait pas être asiatique? Comment? Pourquoi le coiffeur ne serait pas asiatique? Alors, ça n'a rien, par rapport à la ville en elle-même, il faut connaître la ville de Logne. Justement, je ne sais pas si votre reporter connaît bien cette ville. Oui, c'est une ville qui est très, 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 très peuplée au niveau population asiatique, d'une part, et que tous ces commerces, ils travaillent entre eux. Tout se fait entre eux. Donc c'est un peu en circuit fermé, c'est ce que vous nous Non mais dites. c'est drôle parce que c'est effectivement une coïncidence agréable, ce que Guillaume est en train de dire. Une grande partie de mon enquête a été effectuée à Logne justement parce que cet Alexandre habite à Logne. Et effectivement à Logne il y a une communauté asiatique extrêmement importante qui essaie de tout racheter, etc. Alors, moi, je suis pas d'accord du tout quand on vient aujourd'hui dire oui, c'est peut-être raciste, etc., que de dire ce genre de choses. Non, le racisme est alimenté quand les gens se communautarisent, quand les gens commencent à exiger d'avoir leur propre loi, leur propre code, leurs propres règles, etc. Quand les gens vivent en république dans la communauté nationale, il n'y a pas de racisme. Il y a toujours un minimum naturellement de cons, de débiles qui seront toujours ainsi. Mais on est en droit aujourd'hui de se poser des questions quand effectivement à l'origine de cet argent extraordinaire, moi j'ai rencontré des commerçants qui me disent je suis prêt à vendre mon commerce à 400 000 euros et j'ai des propositions d'asiatiques à 500 000 euros. C'est du blanchiment? Mais évidemment qu'il y a une partie de blanchiment. Donc ça veut dire qu'il y a de la drogue? Certainement qu'il y a de la drogue. Certainement, ou tu en es sûr? J'en suis certain. Il y a des meurtres? Il y a des meurtres et il y a des séquestrations, il y a ce qu'on appelle le saucissonnage. Pas plus qu'ailleurs, c'est pas forcément lié à la communauté chinoise. Des meurtres dans Paris, il y en a ailleurs.
Non, alors justement, si on commence à comparer, moi je n'ai pas cette approche. Je veux dire, je dis pas qu'il y aurait plus chez les Chinois que un meurtre est un meurtre. Il se trouve que beaucoup de meurtres ne sont pas élucidés parce que ils sont commis à l'intérieur de la communauté asiatique. Les auteurs sont asiatiques et les victimes sont asiatiques. Alors, comme il y a cette omerta ambiante, les policiers sont souvent confrontés à des murs, donc ils n'arrivent pas. C'est pas parce que. Mais à la limite, ils sont bien contents qu'on trouve le criminel et que ça se règle au sein même de la communauté. Voilà, j'ai l'impression que l'État est content de voir finalement ces gens régler leurs problèmes tout seuls. Il y a aussi les sans-papiers. Il y a beaucoup de sans-papiers. C'est ce que tu écris dans cet arrondissement, le 13e arrondissement. Oui, énormément de sans-papiers qui travaillent tous. Chinois qui travaillent. Je n'ai pas vu un seul sans-papier au chômage. J'ai vu des sans-papiers qui possèdent y compris leurs propres entreprises à travers des prête-noms et des gérants de paille. J'ai vu des sans-papiers qui travaillent et qui sont souvent exploités, mais pas systématiquement exploités, parce qu'il y a des sans-papiers qui arrivent avec beaucoup d'argent. Il y a des sans-papiers qui trafiquent aussi, qui arrivent à générer des sommes considérables en espèces. Donc, effectivement, je pense que l'appel d'air dont on parle depuis un certain nombre d'années ou de mois au sein du gouvernement est déjà provoqué par l'existence d'une économie parallèle et d'une économie souterraine qui est là, qui existe. Elle fait quoi cette économie parallèle souterraine? Elle vit de quoi? C'est quoi? C'est tous les, comment dirais-je, c'est tous les restaurants qui emploient, mais des entreprises. Je vais vous dire, par exemple, les économistes. Attends, Mohamed, concrètement, moi, dans le 15e, je peux te dire, il y a un mois, il y a encore un petit restaurant chinois qui est ouvert à côté de chez moi. Est-ce que chaque restaurant chinois, petit échoppe qui ouvre, ça veut dire c'est du blanchiment d'argent? Non, moi je ne dirais pas ça, parce qu'il faut être rigoureux. Je ne dirais pas systématiquement, mais beaucoup de commerces asiatiques, dans beaucoup de commerces asiatiques, il y a du blanchiment d'argent, incontestablement. La deuxième chose, c'est que par exemple, vous avez aujourd'hui des entreprises, des petites entreprises officiellement sur papier, de petites entreprises dirigées par des Asiatiques, qui ont une rentabilité, un rendement d'une entreprise moyenne dirigée par un Français lambda, je veux dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette petite entreprise qui est censée employer 2 personnes, emploie en réalité 10 personnes. Mais sur les 10, il y en a 2 qui sont déclarées et 8 autres qui ne le sont pas. Alors effectivement, elle a le rendement d'une moyenne entreprise avec les charges en moins. Tout à l'heure, tu disais finalement ils n'ont pas envie de s'intégrer, ils ne croient pas à nos valeurs républicaines ici ils sont là, c'est pour travailler, pour gagner leur vie, pas pour participer à un destin commun avec les autres Français. Mais leurs enfants, ils vont bien à l'école. Les petits Chinois, les petits Asiatiques, ils vont à l'école républicaine. Donc ils apprennent le français, ils apprennent aussi le savoir-vivre français, etc. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle génération qui va s'intégrer. Mais vous savez, moi j'ai rencontré des primo-arrivants, mais j'ai rencontré aussi des gens qui sont là qui sont parfois là depuis très très longtemps. Certains sont nés en France et ils sont toujours dans cet esprit communautariste, etc. J'ai rencontré par exemple des gamins de 19 ans, 20 ans, qui ont fait l'école de la République, qui sont nés en France et qui servent aujourd'hui de gérants de paille à des voyous. Donc voilà, parce que vous savez, le communautarisme, il arrive à happer les gens. Le communautarisme, quand vous avez un esprit communautariste et que vous voulez pas vous sortir de cet esprit communautariste, vous êtes happé systématiquement. Donc même vos enfants, vos petits-enfants seront aussi communautaristes parce que vous allez leur inculquer cet esprit. José, bonjour.